La Suisse est un pays de paradoxe. Pays de paradoxe parce que c'est une montagne. Et quand on regarde à l'échelle de la planète, les montagnes ne sont pas toujours très peuplées. Ici, on a une montagne peuplée, bien peuplée, et surtout une montagne dont la population est riche, ce qui est encore plus surprenant et qui fait un paradoxe de plus. Je rappelle que la Suisse est un petit pays, 41 000 km², contre le demi-million pour la France, par exemple, pour avoir une idée de comparaison. Mais c'est de l'ordre de grandeur des Pays-Bas. Et ces deux pays, évidemment, n'ont pas les mêmes densités, parce que les Pays-Bas ont des territoires souvent qui sont au niveau de la mer, voire même au-dessous du niveau de la mer, et ils ont des densités réelles de 400, tandis que la France n'est qu'à 110, et la Suisse à 210. Donc une montagne peuplée, 2 fois plus peuplée que la France, par exemple, bien qu'il y ait autant de montagnes. Cette population, elle est riche, puisque elle fait partie des populations pratiquement les plus riches du monde. Le PIB par habitant en Suisse est de l'ordre de 100 000 $. La France n'est qu'à 45, les USA à 82 et les Pays-Bas à 62. Donc un pays particulièrement riche, et ça c'est aussi un paradoxe qu'il faudra essayer de comprendre en géopolitique. Par ailleurs, c'est aussi un pays de paradoxe dans la mesure où on a affaire à une démocratie très participative. Parfois, ça peut paraître comme un petit peu plus compliqué que chez nous, mais en fait, ça ne l'est pas tellement parce que c'est bien huilé comme fonctionnement. Et cette démocratie, elle laisse une place au fédéralisme. Et on a là la cohabitation d'une démocratie qui est presque directe, nous le verrons, et en même temps, quelque chose qui respecte la variété des populations, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parce qu'ils n'ont pas la même religion, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, et pourtant ils vivent ensemble, même si à un moment donné ils ont eu quand même pas mal de péripéties guerrières entre eux. Alors le symbole même de cette Suisse, eh ben, vous avez le drapeau, là, c'est le symbole de la Croix-Rouge, nous en parlerons, ça fait partie de la géopolitique évidemment, et de l'engagement de la Suisse à l'échelle internationale. Alors que cette Suisse, elle est militairement exclue de tous les conflits, puisqu'elle est depuis 1815 un pays qui est véritablement hors conflits internationaux. Le deuxième symbole, c'est celui de cette petite jeune fille qui s'appelle Heidi, et qui est la mascotte de la Suisse, pratiquement. On en reparlera plusieurs fois dans cet exposé parce que les Suisses se reconnaissent en elle, et puis c'est un roman au départ, mais aussi après une multitude d'adaptations qui fait que cette jeune fille, on la voit grandir au fur et à mesure des publications qui tournent autour d'elle. Ça, c'est les deux aspects de cette Suisse. Alors, le premier point, c'est une montagne peuplée. Alors cette montagne, elle est là, et on la voit très bien à travers les couleurs. Ce qui est en ocre un peu foncé, ce sont les Alpes. Les Alpes, ici, c'est une portion de la chaîne alpine qui est suisse et qui est vraisemblablement, enfin qui est sûrement la moins peuplée des régions suisses. Cette région, on le voit, elle est traversée par toute une série de traits ou d'espaces blancs qui correspondent aux vallées. On reviendra souvent sur ces vallées parce que la population suisse se concentre dans ces vallées. C'est la vallée du Rhône qui est quelque part par là et qui va se jeter dans le lac de Genève. Ici, dans le prolongement, c'est la vallée du Rhin qui, lui, va se jeter dans le lac de Constance qui est ici, qui est là. Donc vous avez là une montagne, la montagne alpine, avec des sommets qui sont autour de 3000, 4000 mètres. Le point le plus haut, il est en bas, ici, c'est la pointe du Four, du nom d'un gars que nous reverrons par la suite, d'un général qui fera parler de lui à un moment ou à un autre. C'est un véritable château d'eau, cette montagne des Alpes en Suisse, puisque le Rhône il prend sa source, le Rhin il prend sa source, et puis il y a un certain nombre d'autres rivières qui sont extrêmement importantes, l'Aar, par exemple ici, là, entre le lac de Neuchâtel et puis le lac de Constance.
Mais vous avez aussi une petite vallée, la vallée de l'Engadine, où Heidi a ses quartiers d'été en particulier, et qui est un affluent qui va se jeter dans la mer Noire. Ensuite, vers le sud, vous avez des affluents du Pô et qui vont rejoindre l'Italie. Donc, un véritable château d'eau, c'est extrêmement important pour la vie dans ces vallées. Un château d'eau. La deuxième région, c'est cette région qui est plutôt ocre, mais en teinte très limitée, hein, très claire, qui est parcourue par ce lac qui est extrêmement important. C'est le lac de Neuchâtel, qui est ici, là. L'art, on en reparlera une autre fois parce que c'est les réacteurs atomiques de la Suisse sont sur cette rivière qui est un affluent du Rhin, puisqu'elle va se jeter, l'Aar va se jeter dans le Rhin juste après le lac de Constance. Et cette région-là, on trouve toute une série de terminologies. Il y a une terminologie qui l'emporte, celle de plateau, mais je ne l'aime pas parce que ce n'est pas un vrai plateau. C'est un ensemble de collines qui se situent entre 500, 600, 700 mètres d'altitude, extrêmement vallonnées et pas du tout un aspect tabulaire. Mais bon, par rapport aux Alpes qui sont à quelques milliers de mètres au-dessus, évidemment, ça paraît paraître comme une marche secondaire. Mais ce n'est pas un plateau en tout cas, ce sont des collines et c'est là que se situe l'essentiel de la population et de l'agriculture. Hein, c'est un domaine extrêmement important pour la vie économique et la vie sociale. Et puis il y a un tout petit morceau du Jura qui se situe là, à la frontière française, ici, de l'autre côté de Neuchâtel, et un tout petit domaine, c'est le rebord, la fin du Jura, qui vient se terminer en Suisse. Ils ont un tout petit morceau du Jura, et là on a des altitudes de l'ordre de 1000 mètres à peu près. Donc vous voyez, c'est cet ensemble de collines qu'on appelle le plateau au centre, les Alpes au sud, et puis le rebord du Jura suisse. Donc c'est un ensemble quand même relativement élevé, surtout dans la partie alpine, mais ce qui est important, ce sont les vallées. Alors ce sont les vallées parce que ces vallées, il y a un ensemble, je ne l'ai plus, là. C'est une carte muette, mais elle a l'avantage, cette carte muette, de bien montrer les vallées, parce qu'elle montre bien en creux ce que représentent ces vallées. Alors, vous voyez la vallée de l'Aar, ici, avec le lac de Neuchâtel, en haut, au pied du Jura. Vous avez la vallée du Rhône, ici, dans le sud, avant qu'il se jette là. Et puis la vallée du Rhin dans un prolongement. Vous voyez que ça donne l'aspect d'une région de montagne burinée par l'érosion, et vous avez là ces vallées qui concentrent l'essentiel de la vie, et nous en reparlerons parce qu'elles conditionnent l'existence même de la Suisse. Alors, pour aller d'une vallée à une autre, donc c'est un cloisonnement assez important, mais pour aller d'une vallée à une autre, il faut monter, c'est-à-dire qu'il faut passer par des cols. Souvent les cols sont autour de 2000 mètres d'altitude, on reparlera du Saint-Gothard par la suite, et c'est vraiment un cheminement qui est difficile, c'est pas aisé. Ou alors, si on ne veut pas passer par le col, il faut creuser. Et les Suisses ont beaucoup creusé cette région pour aller d'une vallée à une autre. Et ils ont creusé des tunnels en très grande quantité et des tunnels qui sont parmi les plus hauts, les plus longs du monde. Donc, à la fois un avantage, ces vallées, ce cloisonnement, mais un inconvénient, évidemment, pour les communications. Alors, ces ensembles-là sont aux mains d'un certain nombre de structures administratives. Alors je vous montre une photo des vallées. Ça c'est la vallée du Sion, c'est la vallée de Sion, c'est-à-dire la vallée du Rhône, et on voit le fond là, avec urbanisé, et puis les versants. On a un exemple de la vallée du Rhin, avec là un vignoble qui est quand même à 600 mètres d'altitude, hein, qui fait du bon vin. Et il y a un ancien couvent qui fonctionne et qui fait toujours du vin. Et c'est un peu moins large que celle du Rhône, mais c'est toujours aussi encaissé. Alors, ces vallées, ce monde des vallées, ce monde là, il est aux mains d'un certain nombre de structures administratives qu'on appelle les
cantons. C'est un regroupement de communes et vous voyez que ça retrace assez fidèlement le relief, puisque les cantons les plus vastes sont ceux des Alpes, en particulier celui qui est complètement à l'est ici, c'est celui des Grisons, et celui-ci qui est presque aussi grand. Et puis plus on va vers le nord, et en particulier vers les collines centrales, et à ce moment-là, on a des cantons qui sont beaucoup plus petits. Alors quelques exemples, hein, je peux vous en donner quelques-uns. Les Grisons font 7000 km² et 200 000 habitants, il n'y a pas grand monde, mais l'Appenzell, c'est-à-dire ces cantons qui sont près du lac de Constance, qui ont subissent une influence allemande très importante, ils sont beaucoup plus petits, et un des Appenzell, celui de Rhodes intérieur, ne fait que 172 km² par rapport aux 7000 des Grisons, mais il y a 16 000 habitants, c'est-à-dire un tout petit peu plus que la moyenne. Et Zurich, par exemple, qui est une des très grandes villes, fait 1700 km², mais il y a 1,3 million d'habitants. Donc vous voyez, c'est très, très variable, ça dépend comment ils ont pu remodeler, enfin, utiliser ces vallées en les regroupant plus ou moins, mais en tenant compte quand même du relief, puisque ça, c'est absolument indispensable. Cette implantation territoriale des hommes dans cette montagne, il faut en dire deux mots, hein, c'est l'aspect historique de cette mise en place, mais elle s'est faite lentement, elle s'est faite difficilement, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. La Suisse ne s'est pas trouvée organisée telle qu'elle est aujourd'hui, elle a mis une dizaine de siècles pour véritablement arriver à la situation d'équilibre actuelle. Alors, le peuplement de la Suisse, il est banal dans le cadre de l'Europe, puisque, au fond, c'est Rome qui a mis la main sur cet espace-là, en s'opposant aux tribus helvètes qui étaient là et qui venaient plutôt de l'Est, mais le monde romain s'y est implanté. Le monde romain a apporté, comme ailleurs, la chrétienté. Et on a les deux grandes religions chrétiennes, c'est-à-dire les catholiques et les protestants, qui se partagent ce territoire, comme nous le verrons par la suite. Mais c'est à la fin de l'Empire romain que ces religions chrétiennes se sont implantées, exactement comme ailleurs. Hein. Il n'y a rien d'original là-dedans. Par contre, cette multitude de petites unités, ces cantons, hein, qui sont quand même tout petits, hein, qui sont quand même peu importants, où il n'y a pas énormément de monde, eh bien, ont été, tout au long de la période qui a suivi l'Empire romain et sa disparition, ont été la proie des empires qui étaient tout autour de cette Suisse, et en particulier de l'empire allemand des Habsbourg. Les Habsbourg ont été les ennemis, au départ, extrêmement importants de ces ensembles de cantons. Et c'est eux qui ont poussé, enfin indirectement, sans le vouloir, ils ont poussé ces cantons à s'unifier pour se défendre vis-à-vis d'eux. C'est parce qu'ils étaient là et qu'ils étaient toujours en train de pousser ces cantons dans leur dernier retranchement. Alors c'est un des épisodes de cette lutte entre, d'une part, les cantons suisses qui n'existaient que isolément les uns des autres. C'est à ce moment-là qu'on se situe l'histoire de Guillaume Tell, qui est tout à fait représentative de cette hostilité entre les Habsbourg d'une part et puis ce qui allait devenir ces cantons suisses par ailleurs. Le représentant des Habsbourg, hein, le chargé de pouvoir de ces Habsbourg, avait trouvé que Guillaume Tell était, alors il y a de multiples histoires hein, autour de ça, mais avait trouvé que ce gars-là, il était un petit peu insolent, et il l'avait condamné à tirer à l'arbalète une pomme qui était sur la tête de son gamin, un petit peu plus loin, vous le voyez sur cette photo. Et puis Guillaume Tell, il s'est révélé un très bon archer, et il a réussi son pari. Et en compensation, si vous voulez, il a tué le représentant des Habsbourg. C'était quand même une opération un petit peu délicate. Hein. C'est un petit canton de rien du tout, un arbalétrier de faible importance, pas un militaire du tout, qui défie les Habsbourg. Et c'est toute la période où les cantons vont prendre conscience qu'ils ont des traits communs et ils vont commencer à se réunir, à s'allier les uns aux autres, véritablement pour essayer de vivre et de survivre par rapport
à l'Empire, qui était leur grand ennemi à ce moment-là. Et ça s'est passé à la fin du XIIIe siècle, en 1291. En 1291, 4 ou 5 petits cantons, qui allaient devenir des cantons, hein, qui sont là dans cette région. Je vais le retrouver là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Oui, c'est une carte qui est en 1315. Et il y a là 2 couleurs. Il y a le violet léger, et puis il y a ces deux ou 3 couleurs qui sont jaunes ou oranges qui sont là. Et c'est là le lieu de naissance, hein, c'est autour du lac des 4 cantons, qui porte bien son nom, qu'à la fin du XIIIe siècle et début du XIVe, un petit nombre de cantons s'est allié les uns avec les autres et ont commencé à faire le premier noyau de rassemblement de cantons et ce qui allait devenir la Suisse. C'est-à-dire c'est cette hostilité avec les Habsbourg qui a poussé dans leur dernier tranchement ces 4-5 cantons qui étaient là, autour du lac des 4 cantons. Et bien, en fait, il y en a 5, mais enfin, on l'appelle le lac des 4 cantons. Et ils se sont réunis, ils ont fait une charte, et cette charte, les Suisses la considèrent comme véritablement le document fondateur de ce qui allait devenir la Suisse. Et ça s'est fait entre 1291 et 1315. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec les Habsbourg, c'est bien ça le problème, c'est qu'il y avait au sud les Italiens, mais à ce moment-là, les Italiens étaient aux mains des ducs de Savoie, qui lorgnaient aussi sur ces cantons, sur ces vallées des Alpes. Et puis il y avait les Français, bien entendu, hein, qui ne manquaient pas de culot et qui sont intéressés à ces territoires. En particulier, la Révolution et Napoléon se sont intéressés à cette région-là. Et on a, par exemple, ici, la carte de la République helvétique de 1799, qui a été créée, cette République helvétique de 99, qui a été créée sous l'influence française. Et il y avait une influence française non négligeable à partir hein, du lac de Genève, à partir du Jura. Et il y a eu là une première république qui n'a pas duré très très longtemps, mais enfin une première république qui a été mise en place sous l'influence française. Mais avec l'Empire, ils ont réussi à se débarrasser des Français. Et les velléités françaises ont disparu petit à petit, bien entendu. Mais cette démarche, c'est-à-dire ce regroupement des cantons progressivement à partir du lac des 4 cantons, ce regroupement des cantons, il ne s'est pas fait non seulement sous l'influence extérieure, mais aussi sur des querelles internes. C'est-à-dire que ces 4 cantons, cette série de cantons, à partir des 4 premiers, eh bien, n'ont cessé d'avoir des difficultés entre eux. Et en particulier, alors je ne vais pas retracer tout ça, bien entendu, mais à partir de ça, il y en a une guerre interne, une guerre civile, pourrait-on dire. C'est la guerre religieuse. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, au milieu du XIXe siècle, il y a eu une opposition terrible entre les catholiques d'une part, pilotés par la France, et les protestants d'autre part, pilotés par l'Allemagne. Et là, on voit bien que les influences allemandes d'un côté, les influences françaises de l'autre, eh bien, se sont coalisées pour tenter peut-être de faire échouer cette structuration par les cantons de la Suisse. Et c'est une guerre extrêmement importante. Les catholiques ont estimé que le chef de l'armée à l'époque était sous influence protestante, prussienne, et les catholiques ont attaqué les Prussiens et les Allemands. Et il a fallu véritablement qu'il y ait un armistice à un moment donné, sous l'influence de la France d'ailleurs, en 1847-48, eh bien, que cette guerre de religion, ce n'est pas la guerre de religion telle qu'on l'a connue sous Henri IV, hein, bien entendu, c'est beaucoup plus tard, mais c'était tout aussi difficile. Donc vous voyez,
cette gestation du regroupement de la population dans ces cantons, eh bien, ça ne s'est pas fait d'une manière simple et ça s'est fait de manière terrible. Cette guerre en particulier de religion, pour les Suisses, c'est quelque chose qui porte un nom, c'est le Sonderbund, et c'est véritablement la grande guerre qui a permis d'arrêter, si vous voulez, les conflits, parce que véritablement ça devenait impossible à vivre à cause de cette guerre civile de religion. Et ça a débouché sur une constitution qui est encore celle de la Suisse en 1874, c'est-à-dire à la fin du 19e, pratiquement on a la situation qui est pas loin d'être celle d'aujourd'hui. Il y a eu des petites modifications, mais très peu finalement après. Vous voyez la carte de 1848, hein, les catholiques sont en vert ici, et puis les Allemands, les protestants de l'autre côté, du côté du lac de Constance. Voilà la carte des cantons actuels. Vous voyez qu'elle n'est pas très différente de celle qu'on a déjà vue. Vous voyez, ça s'est fait lentement quand même, hein. Il a fallu aller au fil des siècles, hein. Et on voit bien les grands cantons des Alpes, et puis les petits cantons des zones de collines, et puis le canton du Jura qui est ici en vert à l'extrémité nord-ouest. Alors, cette population qui a mis du temps pour se structurer en communes, en cantons, et pour arriver à cette unité, est véritablement inégalement répartie quand même dans l'espace suisse. Plus la couleur est ocre, plus la densité est forte. Plus c'est blanc, et moins c'est fort. Donc, vous voyez, les Alpes, il n'y a pas grand monde, sauf dans les vallées, la vallée du Rhône par exemple, qui est ici. Mais l'essentiel des populations sont entre le lac de Genève et le lac de Constance ici. Le lac de Constance, c'est le lac traversé par le Rhin, et le lac de Genève, c'est le lac traversé par le Rhône. C'est là que se trouve l'essentiel. Le Jura est un peu plus clair que la zone de plaine, mais pas tellement finalement, puisque ça occupe une position médiane entre les Alpes, d'une part, qui sont peu peuplées, et les collines qui sont un tout petit peu plus peuplées par rapport à ce Jura. Aujourd'hui, c'est 26 cantons, et le nombre est stable depuis la fin du 19e siècle. Un des derniers, justement, a été celui du Jura, parce que ça a été une histoire un peu plus compliquée, dont nous reparlerons un tout petit peu avec l'histoire de l'horlogerie. Alors, cette population, aujourd'hui, est très inégalement répartie. Elle est aussi extrêmement cosmopolite, si on peut dire. Alors, elle est cosmopolite parce que on a ici l'essentiel de la population qui est rassemblée dans des villes. Et les villes sont là, vous les voyez, les plus grands noms, vous en avez entendu parler, c'est Genève, c'est Lausanne, c'est Berne, qui est la capitale fédérale, et puis vous avez un peu plus loin, vous avez Zurich, qui est la capitale industrielle, dont nous reparlerons, à côté de Bâle, qui est ici. Et puis, vous avez là les Alpes, toujours pareil, hein. L'originalité des Alpes, c'est qu'il n'y a pas de grandes villes, hein. Dans ces vallées alpines, il n'y a pas grand monde et il n'y a pas de ville. Donc, premier élément, une répartition extrêmement inégale. Mais surtout, la répartition, elle est aussi inégale par le biais des langues. Les langues, aujourd'hui, il y a quatre langues qui sont admises au niveau fédéral. C'est le français, c'est l'allemand, c'est l'italien, et puis la dernière qui a été admise, c'est le romanche. Ne pas confondre avec le romande, la région des Français, hein. C'est le romanche, qui est une espèce de patois, enfin, il ne faudrait peut-être pas dire ça, mais une espèce de patois mêlant de l'italien et de l'allemand, et qui est ici, là, la frontière entre Lugano et puis le cœur du lac des quatre cantons. Donc, quatre langues. Et c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas introduit la traduction simultanée dans les régions, dans les organismes politiques. Et il faut que les hommes politiques, ils se débrouillent par eux-mêmes pour suivre les conversations, hein, qui se déroulent sur une langue ou sur une autre. Et ça complique la vie. Mais ils ont l'habitude
Et finalement, ce n'est pas un obstacle. Alors évidemment, à l'échelle européenne, on en a plus et c'est un petit peu plus compliqué, bien entendu. Alors ensuite, là j'avais sauté le clan, c'est l'histoire des religions. L'hostilité, enfin, a disparu, mais la répartition des langues et la répartition des religions, elle existe toujours. En vert, ici, c'est le catholicisme. En ocre, c'est les régions protestantes. Et puis, vous avez là, dans quelques villes, vous avez là des orthodoxes, mais en très petite quantité. Mais cette carte des religions, elle est vraiment importante. Hein. Et ils arrivent à se supporter les uns les autres. Cette population, aujourd'hui, elle n'a plus de croissance. Cette population, aujourd'hui, ne s'accroît plus. C'est-à-dire que la natalité est de l'ordre de 10, 10,5, la mortalité de 8,5, c'est-à-dire que c'est vraiment entre 1 et 2%. C'est très peu de choses. Ça donne, pour être plus pragmatique, ça donne 1 enfant et demi par femme. Or, pour qu'il y ait équilibre, il faudrait qu'il y ait 2 enfants et un petit peu plus par femme, puisque la mortalité des hommes, elle est très faible. Et il y en a 1,5 seulement, donc il n'y a plus de croissance. Et donc la population suisse, elle vieillit comme toutes les populations européennes. C'est la même chose, hein, finalement, ça ne change pas. Et aujourd'hui, il y a 20% de la population qui a plus de 65 ans. Ils ont un vrai problème, mais eux, ils ont résolu ce problème en faisant appel à des gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire à des migrants, hein, soit définitifs, soit passagers, saisonniers, dont nous reparlerons. Cette population, elle n'a pas de croissance, elle vieillit, et pourtant, il y a 2 200 000 étrangers en Suisse, c'est-à-dire 25% de la population, puisqu'ils sont 9 millions à peu près. C'est un pourcentage qui est unique en Europe. Nous, on a peur du grand renouvellement, du grand chambardement, etc. Mais on en a nettement moins, finalement, de population étrangère que les Suisses. Et ils ne parlent pas de ça, hein, chez eux. Donc, ils vivent avec. Et ces 25% de population étrangère participent pour 1/4 aussi à la croissance démographique. Donc c'est quelque chose qu'ils admettent. Qui sont ces étrangers? C'est des Européens en général, hein, des Français, des Allemands, des Italiens. Mais c'est une situation qui est relativement récente. Hein. Cette immigration, hein, est relativement récente, parce que la Suisse était un pays d'émigration jusqu'à une époque actuelle. Jusqu'à l'époque actuelle, les Suisses migraient. C'est les hommes qui partaient. Ils partaient où? Ils partaient dans l'Empire des Habsbourg, en Italie dans la Maison de Savoie, en France dans la République française, etc. Ils partaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était le métier des armes. D'où cette fonction militaire, en somme, d'immigrés, de Suisses qui partaient et qui se plaçaient comme, non pas ouvriers agricoles, mais comme soldats, comme mercenaires. Et il y a un pays qui les a gardés, c'est les Suisses, c'est le Vatican. La garde suisse, c'est ce qui véritablement est un reste de cette fonction traditionnelle des Suisses à utiliser ces fonctions militaires pour faire vivre les familles qui restent au pays. Alors, bien sûr, ils ne font plus la guerre. Hein. La garde suisse n'est pas militarisée en tant que telle, mais au fond, c'est la trace même de ce qu'a été pendant très longtemps, au 4e, 16e, 17e, 18e siècle, la population suisse. Ils étaient dans ces vallées, on vivait plutôt mal, et il fallait aller chercher un complément pour vivre à l'extérieur, et on y allait pour porter les armes. Ce qui a posé tout un tas de problèmes, parce que quand vous avez des mêmes familles qui sont à la fois chez les Habsbourg et chez les Savoyards ou chez les Français, vous avez la même famille qui se trouve dans 2 camps différents et qui se font la guerre eux-mêmes. C'était quand même des situations un tout petit peu plus compliquées. Aujourd'hui, avec la garde suisse, c'est beaucoup plus calme, ça ne pose pas de problème. Donc, traditionnellement, un peuple qui partait, et aujourd'hui, un peuple qui reçoit des populations de l'extérieur, en particulier de l'Europe.
Donc, c'est vraiment une position extrêmement originale de la Suisse par rapport à l'Europe. Une montagne, deuxièmement, une montagne riche. On l'a vu tout à l'heure, 100 000 dollars par habitant, 100 000 dollars du PIB par habitant, c'est un total qui est un des plus importants du monde. Hein. Il faut s'approcher de Singapour pour trouver à peu près, pour trouver à peu près la même chose. Comment ça s'explique? Ben, ça ne s'explique pas par l'agriculture, en tout cas. L'agriculture est un monde très privilégié, aujourd'hui, très protégé, mais qui, sans cette protection, aurait vraisemblablement disparu. Alors pourquoi et comment? Ben parce que la Suisse, c'est un ensemble de vallées, nous l'avons vu, répété plusieurs fois, et ces vallées, elles sont utilisées, dans le fond des vallées, c'est l'habitat, c'est l'industrie, c'est les transports, et en général, il lui reste que les bas de versants, parce qu'en altitude, quand on passe à 800 mètres, entre 400 et 800 mètres, eh bien, à 800 mètres, les cultures sont limitées dans leurs possibilités, dans leur rendement, dans leur variété. Donc, les espaces qui sont laissés à l'agriculture sont les bas de versants et puis quelques petites parties du bas de la vallée, mais il faut vraiment les protéger parce que les industries, les transports, la ville les auraient complètement et enlevées, et séparées, détruites, hein, pratiquement. Donc il y a là un problème d'espace, et donc la politique agricole constitue une protection pour laisser la place nécessaire à l'agriculture et éviter que les terroirs agricoles soient consommés pour faire autre chose que l'agriculture. C'est une politique agricole extrêmement forte. Et aujourd'hui, par exemple, 80% des revenus des agriculteurs correspondent à des subventions. Donc non seulement on protège les espaces à vocation agricole, mais en plus on a une politique des prix qui rappelle la première politique agricole de l'Europe, qu'on a abandonnée parce qu'elle coûtait trop cher, mais que les Suisses continuent de pratiquer, c'est-à-dire qu'ils ont des prix intérieurs qui sont nettement plus élevés que les prix extérieurs. Alors si vous allez en Suisse, par exemple, il faudra faire attention parce que l'importation de viande, par exemple, si vous avez des amis, pour leur faire plaisir, apporter un gigot ou quelque chose comme ça, les importations de viande individuelle sont surveillées. Et il faut payer une taxe par rapport au prix du gigot que vous importez par rapport au gigot qui est suisse en tant que tel. Donc c'est une politique qui est intéressante pour les agriculteurs. C'est pourquoi on fait encore du vin, on fait encore de la vigne, on fait encore de la betterave à sucre, on fait des tas de choses, mais parce que c'est protégé absolument. C'est la première politique agricole qu'on a abandonnée, mais que les Suisses continuent de pratiquer. Alors ça, c'est vraiment, véritablement une volonté, ça correspond à une volonté politique par-delà tous les partis politiques suisses. Hein, c'est quelque chose qui est jamais, jusqu'à présent, n'a jamais été remis en cause, hein, de cette politique des prix garantis. Hein. Et le paysan, sans ces allocations étatiques, n'existerait plus, il aurait disparu. Hein. Alors, cette agriculture n'explique pas la richesse de cette population. Par contre, l'industrie joue un rôle. L'agriculture fournit que 3% des emplois. L'industrie en fournit à peu près une vingtaine de pourcents. 20% des emplois. Mais cette industrie, elle est très spécifique. Ils se sont spécialisés dans un certain nombre de domaines. Et dans ces quelques domaines qu'ils ont choisi de développer, ils sont passés souvent en tête à l'échelle internationale. Alors, de l'énergie, il en faut pour cette industrie. Mais on prend des industries qui en consomment le moins possible. Alors, par exemple, on n'a pas de charbon. Il n'y a pas de charbon en Suisse, il n'y en a jamais eu.
Il n'y a pas des mines fermées. On n'a pas eu cette histoire des mines comme en France ou en Allemagne avec la fermeture et les drames que on a vu en Angleterre, par exemple. Pas de charbon. Donc, ils n'ont pas participé aux inventions de la première révolution industrielle. Ils se sont contentés de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire celle du pétrole. Et aujourd'hui, le pétrole aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'énergie. Ils sont très sensibles à ça, donc ils ont à la fois les produits pétroliers, vous les voyez, c'est par la couleur, hein, vous les distinguez par la couleur, le noir, le gaz ici en blanc, et ici, c'est les produits pétroliers, et ici le gaz. Vous avez là, ça fait 41%, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'énergie provient des produits pétroliers. Le pétrole, il arrive comment ? Bien sûr, il y a le Rhin pour apporter un peu de bateaux, pour apporter mais le pétrole arrive par un tube qui prend sa source à Marseille, à Fos, et qui remonte la vallée du Rhône et qui aboutit en Suisse et qui alimente les centrales, le raffinage et la chimie suisse. Le gaz, il vient d'où? Il vient du nord, lui. C'est-à-dire, il vient des Pays-Bas. Il traverse toute l'Europe et il arrive pour des gazoducs pour alimenter la Suisse. Donc tout ça, c'est importé hein, à travers la France, à travers les Pays-Bas et une partie de la France et de l'Allemagne. Et c'est vraiment l'essentiel. Mais ils ont aussi l'atome qui est ici, qui est une industrie comme la nôtre, hein, au fond, un pays qui a très tôt choisi d'utiliser l'atome pour produire son énergie parce qu'il n'avait pas autre chose. Et tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, est concentré dans la vallée de l'Aar, c'est-à-dire cette rivière qui est au nord ici, qui est au pied du Jura, et qui va se jeter dans le Rhin à proximité du lac de Constance. C'est là que se situent ces centrales atomiques. Et pour le moment, ça fait consensus, c'est-à-dire qu'à la différence des Belges ou à la différence de certaines positions allemandes, on n'y touche pas. Pour le moment, c'est conservé. Bien sûr, il faut importer le radium, l'uranium, mais ça, c'est une petite quantité, donc ça ne pose pas de problème particulier. Alors, pour l'industrie, il faut tenir compte de cette affaire-là. Et pour l'industrie, il faut tenir compte du fait que de l'énergie, eh bien, elle est importée, elle coûte relativement cher. Et il n'y a qu'une énergie qui n'est pas trop chère, c'est celle des barrages, puisqu'il y a des vallées. Eh bien, on peut, dans les plus petites, pas dans les grandes, parce qu'on supprimerait la population, mais dans les petites vallées, il y a de l'industrie hydraulique, et ça aussi, c'est de l'industrie qui est autochtone, c'est-à-dire à l'abri des importations. Mais l'industrie hydraulique ne fait que 13% seulement, hein. C'est pas très important. Ces vallées, elles ne sont pas noyables, parce qu'il y a beaucoup de population, hein, bien entendu. Alors, première révolution industrielle, pas de charbon, la Suisse reste en dehors de tout ça. Deuxième révolution, eh ben, on importe un peu de métal, puisqu'on ne peut pas le faire, il n'y a pas de hauts fourneaux en Suisse. Donc il faut en importer, mais avec parcimonie. Et on va chercher à utiliser cet acier, ce métal, pour des productions qui auront des prix très élevés. Alors, ils vont se lancer, mais très tôt, dans l'horlogerie. Parce que la valeur ajoutée du métal dans la montre ou dans l'horloge, hein, le coucou suisse, hein, vous en avez tout ça entendu parler, eh bien, ça, c'est une valorisation extrêmement forte. Le métal, il ne coûte pas très cher, finalement, il faut le traîner, hein, il faut le transporter, mais il ne coûte pas très cher, et on peut le valoriser. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ce métal, des objets valorisants? Des instruments de mesure. Ils sont spécialistes dans les instruments de mesure pour le débit d'eau, pour tout ce qu'on peut imaginer, et ils sont très spécialisés là-dessus. Les outils pour les chirurgiens, les outils pour la chirurgie, ça aussi c'est une spécialité suisse, et donc c'est des aciers qui sont très spécialisés, très spéciaux, mais qui coûtent cher. Donc on part d'un produit qui n'est pas très cher, et puis on en fait quelque chose qui a une valeur ajoutée extrêmement forte. L'horlogerie, les instruments, la chirurgie, tout ça c'est des spécialités qui sont propres à la Suisse. Alors on cite souvent l'histoire de la Chaux-de-Fonds qui est au-dessus du lac ici.
Voilà, vous avez le lac de Neuchâtel qui est là, qui s'allonge là dans la vallée de l'Aar. Et puis vous avez dans le Jura, vous avez la Chaux-de-Fonds. Et puis en bas, vous avez Neuchâtel, qui est la ville suisse. Et entre les deux, c'est un des grands foyers de l'horlogerie mondiale. Hein. C'est vraiment extrêmement important, la Chaux-de-Fonds et puis Neuchâtel. Et au XVIIIe, c'était là la première production mondiale d'horlogerie, entre la Chaux-de-Fonds d'une part et Neuchâtel d'autre part, de part et d'autre du lac de Neuchâtel. Et c'était la production mondiale, et ils vendaient dans le monde entier. C'était une activité rurale qui était aux mains de la bourgeoisie prussienne de Neuchâtel, dans le bas, qui faisait travailler dans la montagne des populations rurales autour de la Chaux-de-Fonds et des populations ouvrières, et les Neuchâtel et les Prussiens s'occupaient de la vente de ces produits à l'échelle de la planète. Alors il y avait là un monde ouvrier extrêmement important, et un monde ouvrier souvent en difficulté, et donc qui manifestait. Et par exemple, il célèbre, et ça paraît paradoxal aussi hein, pour la Suisse, on cite toujours l'exemple de Bakounine. Bakounine, le chef anarchiste, qui s'était réfugié à la Chaux-de-Fonds, dans un milieu ouvrier extrêmement dense et agressif, et qui l'avait accueilli quand il était recherché par une partie des polices du monde. C'est dire quand même que ça avait une importance très, très, très importante. Et alors, ils ont eu des tas de difficultés, des tas d'histoires entre les gens qui produisaient et les gens qui commercialisaient. Et il y a eu un événement, quelque chose de curieux, qui est en 1870, quand les Allemands occupent l'Alsace, les Juifs d'Alsace sont obligés de partir. Et ils se sont réfugiés dans cette région-là. Alors pourquoi, comment, c'est assez compliqué, hein, je ne veux pas rentrer tout à fait dans les détails, mais ces Juifs alsaciens se sont implantés à la Chaux-de-Fonds, en altitude, et ils ont progressivement remplacé les Prussiens de Neuchâtel pour le commerce de cette horlogerie, si bien que la Chaux-de-Fonds était devenue le lieu de production et le lieu de commercialisation grâce aux Juifs alsaciens après la guerre de 1870. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, parce que vous savez bien que l'horlogerie a changé de nature en tant que telle. Hein. On produit toujours des montres, bien entendu, mais les ressorts, on n'en a plus. C'est des piles qui fonctionnent. Les aiguilles des cadrans, c'est des cristaux. Et finalement, c'est la même évolution que l'IP à Besançon, chez nous, de l'autre côté du Jura. C'est-à-dire que c'est une activité qui autrefois valorisait du métal, valorisait un savoir-faire, et qui petit à petit a été remplacée par des technologies modernes, les cristaux, par les piles, et ils ont eu du mal à véritablement suivre ce mouvement-là. Ça existe toujours, cette horlogerie, mais elle n'est plus du tout au même niveau du 19e siècle. Par contre, il y a une autre activité qui s'est développée, une autre activité industrielle qui s'est développée autour de la région de Bâle. La région de Bâle, nous l'avons vu tout à l'heure, mais dans les villes où est-ce qu'elle est, mes villes sont là. J'ai perdu mes villes. Je ne sais pas où elles sont. Ah, les voilà. Donc vous voyez, Bâle, où il se situe, hein, Bâle se situe là, à la confluence, hein, vous voyez ici, là. Bâle est ici. Et c'est une ville rhénane, en fait. Et elle est sur la grande route de la sidérurgie de la Roure, elle est sur la route du bassin minier, elle est sur la route de la chimie, de la carbochimie allemande, et Bâle est un phénomène, un modèle allemand transposé en Suisse, avec la chimie
liées d'abord au début au charbon, mais surtout après aux produits pétroliers et au gaz. Et cette chimie, eh ben, elle a cherché à se spécialiser dans des domaines où on valorise par le biais d'un produit qui n'est pas trop cher au départ et a cherché à faire un produit qui a une plus grande valeur. Alors leur choix s'est porté sur la pharmacie. Et donc, ils font une chimie de la pharmacie médicale, donc extrêmement importante, qui aujourd'hui encore se retrouve là avec BASF, avec Hoffmann, La Roche, avec Novartis. Tous les grands de la pharmacie sont pratiquement dans la région baloise. Et c'est une ville qui est à la frontière française, hein, c'est à l'aéroport et même chez nous, donc c'est vraiment très localisé. Et c'est né du Rhin, c'est né du commerce rhénan, et ils en ont fait, avec la pharmacie, un pôle mondial, reconnu mondialement et présent mondialement. Troisième exemple d'industrie, là aussi, toujours à partir du métal, parce qu'on ne peut pas se déparer du métal, et c'est Zurich qui l'a fait. Zurich est juste à côté, hein, c'est la région qui est ici, là, sur cet ensemble-là. C'est une des très grandes villes de la Suisse. Et là aussi, valoriser le métal, mais comment? Alors, ils n'ont pas fait de l'horlogerie, ils n'ont pas fait des bistouris pour les toubibs, ils ont fait de la machine-outil. C'est-à-dire que là aussi, entre le métal brut et la machine-outil, le prix augmente de manière considérable. Et la Suisse est un grand fournisseur, par le biais de la région de Zurich, pour de la machine-outil qui se vend à l'échelle internationale, qui est très connue. Alors maintenant, c'est à commande numérique, il y a tout ce qu'il faut pour aller vers le modernisme, mais c'est Zurich qui a un rôle extrêmement important, et aussi grâce à son université, l'université de Zurich sur le plan des industries et de la machine-outil, est en tout premier plan à l'échelle mondiale. Alors, ils ont pris ensuite une autre industrie qui n'a rien à voir avec les précédentes, hein, mais c'est l'agroalimentaire. Ça paraît particulier quand même qu'un pays où l'agriculture est subventionnée à mort, et un peu d'espace, et se battre pour survivre par rapport à la ville, par rapport au transport. Et pourtant, ils ont des spécialités extrêmement fortes, hein. Je pense par exemple à Nestlé. Nestlé est une société suisse, certes, mais Henri Nestlé, c'est un réfugié allemand. Et on verra souvent ce rôle des réfugiés français ou allemands. Henri Nestlé est un réfugié allemand qui est installé à côté sur le domaine pas loin de la France, à Vevey, et qui invente un produit pour remplacer le lait qui sert à l'alimentation des bébés quand les femmes n'ont plus de lait. Et à partir de cette invention du lait de substitution, puisque c'est lui qui a inventé l'affaire, qui l'a fait, eh ben, il s'est taillé une place dans l'allaitement maternel, entre guillemets, de tout premier rang à l'échelle internationale. Et c'est une multinationale qui après s'est diversifiée, bien entendu, mais au départ, eh ben, c'est le lait. D'un autre côté, en 1880, il y en a un autre qui joue un rôle extrêmement important, même si après il va rentrer dans l'orbite de Nestlé, c'est Maggi, M-A-2-G-I, c'est peut-être prononcé même autrement hein, que Maggi. C'est le fils d'un immigré italien, lui. Et cet immigré italien, eh bien, lui, il ne va pas se lancer dans la production du lait, mais dans la production des potages en poudre. C'est lui qui invente les potages en poudre. Hein, les potages lyophilisés, après, qu'on utilise et que les astronomes emportent dans les fusées interplanétaires. Eh bien, c'est Maggi qui, en 1880, invente ça. Et puis, eh ben, il valorise un produit agricole, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, mais il valorise ce produit agricole, parce qu'entre le produit agricole et la soupe en poudre, eh bien, l'augmentation du prix est extrêmement importante. Sa société, Maggi, sera phagocytée, rachetée par Nestlé, et aujourd'hui, c'est une des marques de Nestlé. Enfin, oui, ils ont quelques grandes spécialités dans lesquelles ils sont les tout premiers. Mais ils ont besoin de banques pour développer ça. Que ce soit l'horlogerie, que ce soit la chimie, que ce soit la machine-outil, ils ont besoin de banques. Et ils ont développé des banques.
Et alors, je ne vais pas non plus développer les banques et suisses, mais il y en a toute une série qui, progressivement, à la fin du 19e, vont se rassembler et pour aboutir à un ensemble aujourd'hui qui s'appelle la Banque suisse, la Banque suisse. Hein, je me suis trompé, c'est bien... Oui, c'est la Banque nationale suisse, hein, qui est la première banque de Suisse, mais aussi une très grande banque mondiale. Alors, cette banque-là, nous la verrons parce qu'on va la retrouver au niveau du tertiaire, puisque c'est un des piliers du tertiaire. Mais ils ont su monter un système bancaire tourné vers l'industrie, vers les activités industrielles, qui va financer, investir dans cette industrie et qui va véritablement porter ces industries naissantes et développées. Donc vous voyez, c'est très cohérent finalement. Ils n'avaient pas d'énergie, ils n'ont pas participé à la première révolution industrielle avec l'acier, etc. Et pourtant, ils ont constitué une industrie à partir de quelques spécialités. Ça, c'est des choix extrêmement forts qui ont fait la réputation de cet espace-là. Alors, à côté de l'industrie, il y a le tertiaire. Et comme partout, ben, le tertiaire, c'est là l'essentiel de l'emploi. C'est 77% de l'emploi. 77, 3% pour l'agriculture, c'est 80%, et 20% pour l'industrie, c'est 100%. Donc, c'est 77% pour la Suisse. Et là encore, ils ont quelques spécialités. Alors, leur première spécialité, c'est les transports. Ça paraît bizarre. Une montagne et une activité, les transports. C'est pas quelque chose de fréquent, hein, que ce soit les grandes montagnes d'Amérique ou les montagnes européennes ou africaines. Eh bien, ici, on a une montagne où les transports vont jouer un très grand rôle pour justement franchir ces vallées, pour aller d'une vallée à une autre, et ils vont développer ces transports. Alors, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant, important, qui est ici. C'est le problème des chemins de fer. Les chemins de fer, c'est le pays, la Suisse, qui a la densité de chemins de fer la plus importante d'Europe. Et je vous les recommande parce que c'est avec une précision d'horlogerie tout à fait étonnante. Vraiment, ça marche très très bien, quel que soit le statut de ces transports ferroviaires. Alors, c'est le paradoxe, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire fonctionner les transports, et surtout les transports ferroviaires, dans un espace aussi cloisonné et dans un espace aussi compliqué, et en altitude comme en disposition. C'est vraiment très, très compliqué. Et il y a un axe extrêmement important qui est un axe nord-sud, c'est-à-dire un axe qui part de Londres, de Hambourg, et puis qui traverse la Suisse pour aller en Italie, et qui passe ici par Lucerne et qui va par Lugano jusqu'en Suisse. Cet axe-là, il est fondamental et il dépasse de beaucoup l'intérêt de la Suisse, puisque c'est un lieu de passage. C'est-à-dire que cette montagne, elle est cloisonnée, elle est avec des altitudes très fortes, et pourtant, c'est sur un axe de transport fondamental utilisé par les gens qui vont du nord vers le sud, du sud vers le nord, et qui traversent cette région-là. Alors, cette région-là, cette Suisse, et le point de passage le plus important, c'est ce qu'on appelle les tunnels du Saint-Gothard, qui sont ici, et qui sont sur cet axe nord-sud. Sur cette ligne, il passe entre 200 et 300 trains par jour. 200 à 300 trains par jour. Pensez au trafic entre Clermont et Paris, hein, quand il marche. Donc, il y a là vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, le col du Saint-Gothard, à pied ou en voiture, quand on n'a rien d'autre, c'est ça, le col du Saint-Gothard, par la route. C'est une série de lacets et il faut monter à 2200 mètres et redescendre de l'autre côté. Pour des camions, pour des transports industriels, c'est pas possible, quoi.
Donc très tôt, ils ont construit un premier tunnel, mais assez haut. Hein, il part dans la vallée autour de 1100 mètres. Et pour monter à 1100 mètres, les convois ferroviaires, il fallait 2 ou 3 locaux devant. Hein, 2 ou 3 locomotives pour monter jusqu'à 1000 mètres en partant du fond à 300, 350, 400 mètres. Parce que le chemin de fer, il n'admet pas des rampes trop fortes. Et si on a une rampe trop forte, il faut plusieurs machines. C'était très compliqué. Alors, sur cet axe-là, ils ont fait vraiment très fort. C'est le plus bel effort qu'ils ont fait, hein, bien entendu, mais il est tout à fait spectaculaire. Donc, ils font un premier tunnel en 1881 à partir de 1150 mètres d'altitude et qui passe de l'autre côté sur le versant italien. 17 km de long, c'est pas énorme. Mais en 2011, il y a un deuxième tunnel qui est créé, et lui qui part pas de 1100 mètres, il part de 550 mètres. Mais quand vous avez une montagne triangulaire, quand vous êtes à 1100 mètres, vous avez des tunnels pas très longs, mais si vous êtes à 500 mètres d'altitude, eh bien, la longueur du tunnel s'allonge, bien entendu, puisque la base est plus importante. Donc, en 2011, ils partent de 550 mètres d'altitude, 600 mètres au plus bas, mais le tunnel, il ne fait plus 16 km, mais il fait 57 km. 57 km de tunnel, c'est 7 km de plus que le tunnel sous la Manche. Hein. C'est plus long que le tunnel sous la Manche. Donc vous voyez un petit peu l'effort colossal qui a été fait. Alors il y a une voie, puis 2 voies, et entre 200 et 300 trains par jour. C'est le grand axe via Lugano qui va en Suisse. Alors c'est des travaux pharaoniques, hein, parce que le premier travail, c'est d'évacuer la roche. Faire un trou de 57 km dans une montagne, vous imaginez le nombre de mètres cubes de roches que vous tirez. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces roches? Eh bien, ça, c'était un problème. Ils ont eu une idée absolument curieuse, c'est que juste au-dessus de ce tunnel, c'est que c'est ça. Là, juste à côté de ce tunnel, du Saint-Gothard, vous avez un lac qui n'est pas sur cette carte et qui s'appelle le lac d'Uri. Ils ont créé des îles artificielles dans le lac. C'est-à-dire qu'ils ont créé des terres, ils ont créé des espaces continentaux au milieu du lac. Et ce qui a permis de localiser tous ces déblais de la montagne de manière assez intelligente, hein, finalement, pour eux, parce qu'ils gagnaient de l'espace à partir d'un lac et de ces roches qui sont là. 57 km. Dans ces montagnes, 57 km, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui percole à travers la montagne, bien entendu, et qu'il faut évacuer. Alors cette eau, elle est évacuée par la vallée du Rhin. Ils ont un drainage vers le Rhin, et le Rhin l'évacue vers le lac de Constance. Mais l'évacuation de l'eau est un phénomène important, parce que ça percole en permanence. L'eau descend dans le tunnel en permanence. Donc vous avez là des travaux qui sont tout à fait étonnants. Alors j'ai même le chiffre, hein, ils avaient 28 millions de tonnes de roches à placer. C'est quand même quelque chose. Hein, c'est pas... Alors, ils se sont décidés aussi à faire un tunnel routier au Saint-Gothard, mais il est très récent, le tunnel routier, il est de 1980. Et il y en a un deuxième qui est en préparation et il sera fait peut-être en 2029-2030, mais pas avant. Donc vous avez là un tunnel routier qui court-circuite un petit peu les lacets que nous avons vus tout à l'heure. Et un tunnel routier qui permet de passer pour les voitures, mais il est très 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 récent. Et là aussi, maintenant, les Suisses sont devenus des spécialistes de ces tunnels, bien entendu. Alors il y en a un deuxième tunnel important, c'est celui du Simplon. C'est un axe qui est parallèle à celui que nous avons vu, mais qui est là et qui passe par Berne et qui file vers l'Italie. C'est cet axe-là. C'est qu'il est, bon, là, voilà. Voilà cet axe. Alors ça, c'est le tunnel du Simplon, mais qui est nettement moins important, ni en altitude, ni en longueur.
mais bon, il a un trafic quand même important, mais pas comparable du tout avec le Saint-Gothard, bien entendu. Mais enfin, il est possible hein, de l'utiliser. Et il y a à la fois le tunnel ferroviaire et un tunnel routier, mais on met les voitures sur des plateformes. Alors ça, c'est vraiment une activité très importante pour la Suisse. Et c'est quand même paradoxal, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce terme, parce que la Suisse, qui était un ensemble montagneux, finalement est un carrefour, mais bien équipé. Un carrefour bien facile à utiliser. Et ça, c'est paradoxal. Ce n'est pas toutes les montagnes qui sont comme ça. Le plus souvent, la montagne, elle joue un rôle de barrière. Ici, au contraire, ça passe. Et ça, c'est l'idée suisse, c'est la mentalité suisse. Et ils y tiennent, je crois, ils y tiennent beaucoup à cet aspect-là. Et ils n'hésitent pas à creuser, à faire des tunnels tout à fait importants dans ces montagnes. La deuxième activité tertiaire importante, à côté des transports et en particulier du transport ferroviaire, c'est le marché financier. Le marché financier, c'est la création de la grande banque, de l'Union des banques suisses, UBS, qui est une des grandes banques du monde, d'une part, malgré ses difficultés, et une banque qui est la garant du franc suisse. Il faut bien penser que le franc suisse est une monnaie dite de réserve, et derrière, il y a une banque importante, la Banque suisse. Alors cette Banque suisse, elle est née du regroupement progressif tout au long du 19e des petites banques locales qui faisaient de l'industrie et qui se sont fusionnées les unes avec les autres. Ça a été très long, c'est très compliqué, mais ils ont réussi à faire une banque à l'échelle internationale extrêmement importante. Mais cette banque, elle défie la chronique parce qu'elle a eu des tas de problèmes. Elle a eu des tas de problèmes parce qu'elle fait de la gestion de fortune. Elle fait de la gestion de fortune, ça veut dire qu'elle gère les fortunes importantes des industriels, des individus, et elle place cet argent, évidemment, et elle essaie d'avoir le moins d'impôts possible. Et puis, bon, elle a eu un certain nombre de petites difficultés, en particulier avec l'Europe, parce qu'elle refusait de donner le nom des comptes qui étaient détenus en Suisse par des Européens qui trempaient dans du grand banditisme. La banque, elle disait, nous, on ne donne rien. Et en fait, l'État fédéral lui a imposé le fait de donner les noms de ces individus-là, moyennant une amende, une amende de plusieurs millions de francs suisses, et finalement ça les a décidés, parce qu'ils se sont dit, si chaque année il faut payer des millions de francs suisses pour regarder ça, c'est plus possible. Maintenant, l'UBS laisse passer les noms des gens qui ont des fortunes en Suisse, qui ne sont pas forcément très, très honnêtes. Alors ça, c'est compliqué. Mais l'amende qu'ils avaient mis, ils avaient 2,3 milliards de francs suisses. 2,3 milliards de francs suisses. C'est quand même pas rien. Et puis, elle a eu un deuxième problème récemment, c'est que l'autre banque qui est derrière, ça s'appelle le Crédit National, le Crédit Suisse. Et ce Crédit Suisse, lui, il a fait l'objet d'une amende des Américains, parce qu'il avait la même attitude que l'UBS en Europe, c'est-à-dire qu'il essayait d'optimiser et puis d'avoir des comptes de sociétés ou d'individus pas très honnêtes, et les Américains lui avaient filé une amende extrêmement forte, de l'ordre aussi là, de 3 milliards de dollars, et le Crédit Suisse a fait faillite. Le Crédit Suisse n'a pas pu payer, il a fait faillite, et c'est l'UBS qui l'a racheté. Si bien qu'aujourd'hui, il y a une seule banque, véritablement, qui domine tout le reste, et qui est l'UBS. C'est très critiqué. Pourquoi? Parce que cette banque, elle est tellement importante, même si elle joue le rôle de conservatoire pour le franc suisse, elle est tellement importante qu'à la limite, elle peut faire de l'ombre au gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'en disant, si vous me touchez, attention, hein,
le franc suisse, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Donc, il est devenu, l'UBS est devenue tellement importante qu'elle devient difficile à toucher et à surveiller et à faire fonctionner tel qu'on le souhaiterait. C'est pas facile. En particulier, lorsqu'ils ont racheté le Crédit Suisse, il y a beaucoup de gens, de politiques, qui avaient dit il ne faut pas le faire, ça, parce que si on le fait, on va créer un monstre bancaire, et ce monstre bancaire, on ne pourra plus le diriger. Et ça pose un problème. Pensez que la nomination du patron de cette banque, c'est une affaire d'État. Hein. Ce n'est pas simplement une affaire bancaire. La troisième activité tertiaire qui joue un rôle international aussi, c'est le tourisme. Le tourisme suisse est extrêmement vivant. Le tourisme suisse est très vivant. Pourquoi? Parce que les gens viennent voir les villes. Les villes ont un cachet souvent, non pas médiéval, mais souvent du XVIIe, XVIIIe siècle. Et elles sont en particulier Genève, en particulier Berne, Lausanne. Tout ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ensuite, il y a le tourisme des sports d'hiver. Alors, dans la vallée de l'Engadine, ici, là, qui est ici, la vallée de l'Engadine, qu'on voit bien sur la première carte muette là, ouais, celle-ci. Et la vallée de l'Engadine, c'est cette vallée qui est portée par l'affluent de l'Inn, qui est ici. Où est-ce qu'elle est ma flèche? Je ne la vois plus. Ça y est, c'est ça. C'est cette vallée-là. La vallée de l'Engadine, c'est la vallée de la mascotte de Suisse, de la vallée de Heidi. Heidi, elle montait voir son grand-père dans cette vallée-là. Et là, il y a Zermatt, Saint-Moritz, enfin, toutes les grandes stations, celles qui étaient fréquentées par le Shah d'Iran, par des oligarques suisses, enfin bref, des oligarques russes en Suisse, etc. Donc, vous avez là le sport d'hiver. Il y a les lacs. Les lacs aussi sont une attraction extrêmement importante, sans parler de Genève seulement et du lac de Constance, mais de la multitude d'autres lacs, en particulier celui de Neuchâtel, qui est assez brillant. Donc, on a là des activités qui sont aussi porteurs de richesse et qui expliquent une partie de la richesse de cette population-là. Enfin, dernier point, c'est les institutions politiques. Le problème de la neutralité militaire et paradoxalement de l'engagement international très important dans le civil. Alors, les institutions politiques, je passerai assez vite, hein, mais il y a 2500 communes, c'est pas mal déjà, hein, il y en a des toutes petites, des plus grandes, hein, comme partout. Les cantons, il y en a 26, mais on en a déjà parlé. Et puis, il y a la Confédération. Alors, chaque structure élit un conseil qui lui-même va élire... donc, ils élisent un parlement et qui va élire un conseil, c'est-à-dire un conseil des ministres, en somme, hein, que ce soit au niveau de la commune, au niveau du canton, au niveau de la Confédération, c'est à peu près le même schéma. Il n'y a que la Confédération qui est un peu plus étoffée, parce qu'il y a un conseil national avec 200 membres, et puis un conseil avec des États, avec 1 ou 2 sièges par canton. Mais ces deux chambres peuvent se réunir pour élire leur président tous les 4 ans. Donc c'est lourd, mais ça fonctionne, hein, ça ne pose pas de problème particulier. Mais ils ont ajouté à cela donc un fonctionnement démocratique classique. Hein. C'est pas très très original, mais il y a 2 aspects qui sont eux très très originaux. Le premier aspect, c'est qu'on a donné du pouvoir à la population directement, c'est-à-dire qu'on a donné aux citoyens ce qu'on appelle un droit d'initiative. C'est-à-dire que la population, elle peut proposer, moyennant un certain nombre de gens qui soutiennent cette démarche, elle peut proposer la construction d'une loi sur un thème donné. C'est-à-dire qu'un groupe de citoyens, eh bien, alors il faut qu'il y ait un certain nombre de cantons, il faut qu'il y ait un certain nombre de partis politiques, mais enfin, peuvent proposer à la Confédération d'étudier et de mettre en place une loi. Alors, elle est votée ou elle n'est pas votée, mais enfin, il y a un droit d'initiative.
Et puis il y a un droit de référendum. Et le droit de référendum, c'est le référendum contre une loi déjà votée. C'est-à-dire que la Confédération vote une loi et les citoyens peuvent avoir le droit de demander et d'organiser un référendum contre cette loi. Donc ils ont le droit d'initiative et ils ont le droit d'opposition. Et ça, c'est quelque chose d'original qu'on ne trouve pas ailleurs, hein. Ça n'existe pas chez nous, ou difficilement, hein, puisqu'on n'arrive pas à le faire. Alors que là-bas, ça fonctionne assez pratiquement. C'est pas monnaie courante, mais presque. Donc, ça introduit une démocratie qui introduit un peu de démocratie directe, hein, avec ce droit d'initiative et ce droit de contestation d'une loi déjà votée. Il n'empêche qu'ils ne sont pas toujours très... Ils sont très modernes sur ce plan de fonctionnement, mais ils sont quand même assez conservateurs, en particulier pour le droit des votes des femmes. Ça a été très compliqué, hein. Ils ne voulaient pas donner le droit de vote aux femmes. Ils ne voulaient pas le donner. Alors il y a eu des cantons qui ont demandé, qui ont essayé de le faire pour eux-mêmes, parce qu'ils avaient le droit. Mais ils n'avaient pas de majorité pour l'obtenir au niveau confédéral. Alors c'est le canton de Genève s'est lancé en 1960 seulement, 1960. Hein. Ensuite, il y en a quelques-uns qui sont passés en 71, c'est une demande fédérale. En 1971, c'est pas très vieux. Et il y a un canton de l'Appenzell allemand, là, à la frontière, là, à côté du lac de Constance, qui lui a fait un appel contre la décision, parce qu'il ne voulait pas que ces femmes votent. Et finalement, les femmes de l'Appenzell ont tenu le droit de vote qu'en 1990. Donc oui, il y a des gens qui sont quand même très conservateurs dans ces cantons suisses. Alors, la neutralité militaire, c'est simple, elle n'a jamais été remise en cause depuis 1815. C'est à la suite des guerres napoléoniennes. C'est le congrès de Vienne qui s'est réuni en 1815 et qui a décidé, à partir des querelles des Habsbourg avec les cantons suisses qui étaient en train de se confédérer les uns les autres, le congrès de Vienne a déclaré l'inviolabilité des frontières de la Suisse et a déclaré la neutralité complète de la Suisse qui ne peut pas prendre partie dans un combat militaire avec l'étranger. Donc elle est protégée, mais elle n'a pas le droit de s'investir dans une guerre. Il n'empêche que la Suisse a une armée, entre guillemets, parce que c'est plutôt une milice, hein, mobilisable. Hein. Les gens ont des armes, mais chez eux, et s'il y avait un pépin, de temps en temps, ils mobilisent ces gens-là. Mais il y a un général qui est élu par les structures confédérales, mais ça ne va pas chercher bien loin. Et cette neutralité militaire, depuis 1815, elle n'a jamais été remise en cause par qui que ce soit. Même Hitler, hein, bien entendu, ne l'a pas remise en cause. Et puis, les ennemis des uns et des autres s'y réfugient. Hein, les oligarques russes s'y sont réfugiés. Enfin, c'est quelque chose d'assez classique. Ils ont l'habitude de cette affaire-là. Le problème, c'est que ça s'est compliqué avec la guerre en Ukraine. Les Allemands utilisent des brevets suisses pour des armes et ils donnent ces armes aux Ukrainiens. Et les Suisses ont déclaré que l'Allemagne n'avait pas le droit de faire ça. Et ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pas un engagement militaire, mais presque, sous une forme. Hein. Les Suisses empêchent les Allemands de vendre ou de donner des armes qui utilisent du matériel, des pièces détachées ou des brevets suisses. Alors ça pose un problème. Et ça pose le problème de la Suisse et de l'OTAN. L'OTAN entoure la Suisse. Et tous les pays qui sont autour de la Suisse, y compris l'Autriche, qui a une autre forme de neutralité, pose des problèmes. Alors, ils ont des exercices communs, mais la Suisse n'a jamais et ne veut pas adhérer à l'OTAN.
Mais un certain nombre de gens sont plutôt pour, parce qu'ils disent qu'un jour, s'il y a un conflit européen, la Suisse risque de ne plus être inviolable comme elle l'a été jusqu'à présent. Mais pour le moment, il n'y a rien de fait. Il y a des exercices communs de temps en temps entre les troupes mobilisables de Suisse et l'OTAN. Mais ça ne va pas plus loin. Mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes et une certaine ambiguïté. Par contre, s'ils ne sont pas intéressés ou pas concernés par les événements militaires, ils sont bougrement intéressés à tout ce qui se développe à l'échelle de la planète sur le plan civil. Et leur grande affaire, c'est quand même la Croix-Rouge, hein. Henri Dunant, le type qui a fondé la Croix-Rouge, est un Suisse qui est installé en Algérie dans une colonie, puisqu'il y avait des colonies d'immigrés suisses un peu partout, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et il était dans une de ces colonies, et puis, pour une raison industrielle, il est allé voir Napoléon III, qui faisait la guerre en 1850, qui faisait la guerre en Europe contre les Habsbourg. Et il a vu le désespoir des blessés sur les champs de bataille, et il a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Et donc en 1862, il fait une proposition qui est portée par lui-même, et il est aidé en cela par le général qui a gagné la guerre de religion au XIXe siècle en Suisse, c'est-à-dire Dufour, qui porte le plus haut sommet de la Suisse, hein, trouve que l'initiative de ce gars-là, Dumont, est intéressante. Et tous les deux, eh bien, ils vont porter le projet et ils vont créer à Genève une première version de la Croix-Rouge en 1863. Et après, ben, ça fera très vite boule de neige, puisque la Suisse va le prendre en charge, et puis ça va devenir une opération mondiale. Et ça existe toujours, bien entendu. Avec les structures d'ONU, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu les structures qui ont été mises en place par l'ONU, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, toute une série d'organismes hein, sur le travail, sur la santé, etc. La Suisse a accueilli un certain nombre de ces organismes, en particulier le commerce. L'OMC, il a une antenne en Suisse. Le Fonds monétaire international a une antenne en Suisse. L'OIT, c'est-à-dire l'Organisation de l'ONU du travail, a une antenne en Suisse. Et ça fait. Mais ils n'ont pas adhéré à l'ONU tout de suite. Ils n'ont adhéré à l'ONU qu'en 2002 seulement. C'est très récent. Donc, ce rôle international politico-économique, par exemple, eh bien, il existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais il est officialisé en 2002 seulement par l'adhésion de la Suisse à l'ONU, qui s'est passé comme une lettre à la poste, hein, bien entendu. Il n'y a pas eu d'opposition pour cette affaire-là. Ça posait pas de problème. Mais c'était les Suisses qui ne voulaient pas y aller, hein, qui se posaient le problème en disant si on y va, est-ce qu'on ne va pas perdre notre neutralité, etc., etc. Ça, c'était un problème. Alors, il y a eu une histoire un peu curieuse qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps au niveau des élections que mène la France. À un moment donné, le Front National avait contacté un Français de la famille de Gaulle, un neveu, un peu éloigné, mais enfin un neveu quand même. Et ce neveu, il travaillait en Suisse. Et il l'avait contacté parce qu'il avait sans doute un peu des tendances à se rapprocher de l'extrême droite, même s'il était un neveu de Gaulle, bien entendu. Et puis, on s'est rendu compte que ce type-là, il était dans une banque et qui gérait des avoirs russes. Donc il était impliqué dans un système un peu bizarre, un peu particulier. Et toute cette affaire est tombée à l'eau, bien entendu, parce que ça devenait extrêmement compliqué, disons, entre guillemets. Et ça montre, si vous voulez, les difficultés que la Suisse a à sortir de son cocon de
pays neutre, parce qu'elle s'implique, parfois sans le vouloir, dans des structures qui sont un petit peu difficiles, en particulier vis-à-vis de la Russie à l'heure actuelle. On l'accuse quand même de ne pas être complètement neutre. Mais il y a beaucoup d'argent, hein. Et ce type-là, il paraît qu'il s'intéressait surtout, enfin, qu'il gérait surtout la fortune de Poutine lui-même. Donc Poutine aurait des avoirs en Suisse non négligeables. Je ferme la parenthèse. Dernier point, les relations avec l'Europe, avec l'Union européenne. La Suisse est au cœur de l'Union européenne. C'est un morceau, mais c'est au cœur de l'Union européenne. Et elle n'en fait pas partie. Et elle a voté contre l'entrée dans l'Union européenne. Elle a voté contre, c'est un vote négatif de 2001. En 2002, elle vote pour l'ONU, et en 2001, elle a voté contre rentrer dans l'Union européenne. Alors là, il y a deux camps qui s'opposent depuis très longtemps. Tout ce qui est du monde économique, tout ce qui est des industriels, qui poussent à la roue pour qu'on rentre, pour que la Suisse rentre dans l'Union européenne. Et puis, il y a pas mal de gens, les agriculteurs en particulier, qui ne souhaitent pas rentrer dans l'Europe puisqu'ils ont une politique agricole et elle est pas la même que celle beaucoup plus protectionniste de celle que la Suisse. Et donc, il fallait trouver une solution. Les Suisses sont des pragmatiques, hein. Et ils ont trouvé des solutions en signant avec l'Europe des accords, en demandant à l'Europe et de signer des accords qui s'appellent des accords bilatéraux. C'est-à-dire que la Suisse n'est pas rentrée dans l'Europe, mais chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, un problème pratique. Alors qu'est-ce que j'appelle des problèmes pratiques? Eh bien, par exemple, c'est pour un émigré, quelqu'un qui habite en France, qui est français, et puis qui va s'installer en Suisse sans avoir la nationalité suisse, puisqu'elle n'est quand même pas facile à avoir. C'est le problème de la double imposition de ses revenus. Donc il faut régler le problème, quoi. Bon, on y arrive. C'est tous ces problèmes pratiques, par exemple les appels d'offres qui sont très importants, au-dessus de 1 million, 2 millions, 10 millions, ça, il y a tout un tas de catégories comme ça. Les appels d'offres pour des constructions de ceci et de cela, d'autoroutes, eh bien, les Suisses sont intéressés par candidater quand il y a des projets comme ça chez nous, mais les Français ou les Allemands sont aussi intéressés à candidater en Suisse lorsqu'il y a des projets en Suisse, par exemple pour des tunnels, des choses comme ça. Et là, on fait des accords bilatéraux. Donc il y a eu toute une série d'accords bilatéraux qui gèrent les difficultés, des rapports entre la Suisse et l'Europe. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans l'Europe, mais ils fonctionnent bien avec l'Europe. Et c'est grâce à ces rapports, à ces accords bilatéraux. Il y en a eu 2 vagues, une en 1999 et une en 2004. Et si c'est nécessaire, ils en feront une autre. Donc vous voyez, ils ne sont pas rentrés dans l'Europe, mais ces accords bilatéraux font que la Suisse et l'Europe travaillent main dans la main. Alors, pour conclure, eh bien, vous voyez que cette Europe, elle est cette Suisse, elle est vraiment très paradoxale. C'est une montagne avec ses vallées où se concentre la vie, où se concentre l'organisation politique, et où véritablement il faut faire en sorte que la Suisse joue un rôle à la fois pour elle-même, mais aussi pour l'Europe, sans pouvoir y adhérer ou sans vouloir y adhérer. C'est très paradoxal tout ça, mais c'est le caractère suisse. Voilà. J'ai terminé.